Bonsoir. La nuit s'étend autour de nous, douce et profonde, une nuit qui invite au voyage immobile, aux explorations qui ne nécessitent aucun mouvement du corps, seulement celui de l'esprit. Installez-vous confortablement. Laissez votre respiration se faire plus lente, plus régulière. Sentez votre corps s'alourdir doucement contre le matelas, les tensions de la journée qui se relâchent une à une. Ce soir, nous allons contempler ensemble quelque chose d'étrange et de familier à la fois, quelque chose que vous connaissez sans doute déjà, sans jamais y avoir vraiment prêté attention. Ces lieux que vous visitez parfois sans jamais vous y rendre. Ces espaces qui existent dans votre esprit, plus réels que certains endroits où vous avez marché. Ces géographies intérieures que votre cerveau construit en silence lorsque vous rêvez, lorsque vous vous reposez, lorsque votre attention dérive doucement vers des rivages invisibles. Peut-être connaissez-vous cette sensation. Vous fermez les yeux et soudain apparaît une maison que vous n'avez jamais vue mais qui vous semble étrangement familière. Vous en connaissez les couloirs, la lumière qui entre par certaines fenêtres, la texture des murs, le bruit des portes. Cette maison revient parfois dans vos rêves, dans vos pensées vagabondes, toujours légèrement différentes, mais toujours reconnaissables. Ou bien c'est une rue, une ville imaginaire que vous parcourez la nuit, ces places, ces escaliers, ces passages secrets. Un paysage, une forêt calme où vous marchez sans effort, une plage infinie sous un ciel dont vous ne pourriez dire la couleur exacte. Ces lieux ne sont pas des souvenirs, du moins pas au sens habituel. Vous ne les avez jamais visités dans le monde extérieur, aucune photographie ne les capture, aucune carte ne les situe. Et pourtant, ils existent. Ils existent avec une présence étrange, une densité qui leur est propre, parfois plus vivant, plus net, plus vrai que certains lieux réels où vous avez vécu. D'où viennent ces espaces? Pourquoi votre esprit les construit-il? Que révèle leur existence sur la manière dont votre cerveau organise le réel, la mémoire, l'expérience? Et pourquoi certains de ces lieux reviennent encore et encore comme des repères dans le paysage mental? Les architectures du repos. Quand vous vous allongez le soir, quand votre attention commence à se détacher du monde extérieur, quelque chose de particulier se produit dans votre cerveau. Les régions qui vous maintiennent éveillé, vigilant, concentré sur les tâches du jour, commencent à ralentir, et d'autres régions, habituellement silencieuses, s'activent doucement. C'est un mouvement subtil, un basculement progressif, comme une lumière qui change d'intensité, sans que vous puissiez dire exactement quand. Dans cet état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil, votre esprit commence à construire. Non pas des pensées structurées, non pas des raisonnements logiques, mais des espaces, des lieux qui émergent spontanément, sans effort, sans intention consciente. Vous vous retrouvez dans un couloir, vous ne l'avez pas imaginé volontairement, il est simplement là. Vous le parcourez, vous remarquez des détails, une porte entr'ouverte, une fenêtre donnant sur quelque chose d'indistinct, un escalier qui descend. Ces détails ne sont pas flous comme on pourrait s'y attendre, ils possèdent une certaine précision, une cohérence interne. Le lieu se déploie autour de vous avec une logique propre, une géométrie qui semble naturelle, même si elle défie parfois les lois de l'espace réel. Les neurosciences commencent à comprendre ce phénomène. Au cœur de votre cerveau, enfoui dans les replis du lobe temporal, se trouve une structure ancienne, essentielle, l'hippocampe. Son nom vient de sa forme, qui évoque un hippocampe marin, ce petit animal aux courbes délicates. Mais sa fonction est bien plus étrange que son apparence. L'hippocampe est votre cartographe intérieur. Il ne se contente pas de stocker des souvenirs,
Il construit des cartes spatiales, des représentations de l'environnement. Chaque fois que vous vous déplacez dans un lieu, l'hippocampe enregistre la géométrie de cet espace, les distances, les angles, les repères. Il crée ce qu'on appelle une carte cognitive, une représentation mentale qui vous permet de naviguer, de vous orienter, de retrouver votre chemin. Mais voici ce qui est fascinant. L'hippocampe ne se contente pas de reproduire fidèlement les lieux que vous avez visités. Il les recompose, il les mélange, il en extrait des patterns, des structures récurrentes. Tous les couloirs que vous avez parcourus, ces pièces que vous avez traversées, tous les escaliers que vous avez montés, ils se déposent dans votre mémoire, non pas comme des photographies séparées, mais comme des éléments d'un vocabulaire spatial. Et quand votre cerveau ralentit, quand il entre dans ces états de repos, de rêve, de vagabondage mental, l'hippocampe commence à jouer avec ce vocabulaire. Il assemble des couloirs que vous avez connus dans des maisons différentes, il combine des lumières, des textures, des proportions, il construit des lieux qui n'existent pas, mais qui sont faits de fragments de lieux réels. C'est un processus étrange, presque poétique. Votre cerveau ne crée pas ex nihilo, il recompose, il tisse, il mélange, comme un musicien qui improvise à partir de mélodies connues, comme un poète qui assemble des mots familiers en phrases nouvelles. Votre hippocampe improvise des géographies. Et ces géographies portent en elles quelque chose de profond. Elles ne sont pas arbitraires, elles reflètent la manière dont votre cerveau organise l'expérience, les lieux que vous visitez mentalement, les espaces qui émergent dans vos rêves, les architectures qui se forment quand vous laissez votre esprit dériver, tous révèlent quelque chose sur la façon dont vous habitez le monde, sur ce qui vous marque, ce qui vous apaise, ce qui vous structure. Certains de ces lieux reviennent plus souvent que d'autres. Peut-être cette maison étrange, toujours la même mais toujours différente. Peut-être cette route qui serpente à travers un paysage indéfinissable. Peut-être cette place vide, silencieuse, baignée d'une lumière douce. Ces lieux récurrents ne sont pas des obsessions, ils ne sont pas pathologiques, ils sont simplement des structures stables dans votre géographie mentale, des attracteurs, des points d'ancrage, des formes que votre cerveau revisite parce qu'elles possèdent une cohérence particulière, parce qu'elles résonnent avec quelque chose en vous. D'après ce que l'on sait, on peut supposer que ces lieux récurrents jouent un rôle dans la consolidation de la mémoire. Pendant le sommeil, l'hippocampe rejoue les expériences de la journée. Il les réactive, les réorganise, les intègre aux souvenirs existants. Et pour ce faire, il les projette sur des espaces. La mémoire humaine est fondamentalement spatiale. Nous nous souvenons mieux des choses quand elles sont associées à des lieux. C'est une découverte ancienne que les orateurs grecs et romains connaissaient déjà. Ils utilisaient la méthode des loci, la méthode des lieux. Pour mémoriser un long discours, ils imaginaient un bâtiment. Ils plaçaient chaque partie du discours dans une pièce différente. Puis, pour se souvenir, ils se promenaient mentalement dans ce bâtiment, visitant chaque pièce, retrouvant chaque partie du discours. Cette technique fonctionne parce qu'elle exploite la nature spatiale de la mémoire. Notre cerveau est fait pour se souvenir de lieux, pour naviguer dans l'espace. Et quand nous associons des informations abstraites à des espaces concrets, elles deviennent plus faciles à retenir. Mais votre hippocampe fait plus que créer des palais de mémoire. Il construit aussi des lieux de repos, des espaces mentaux où votre esprit peut se détendre, où vos pensées peuvent ralentir, où votre conscience peut se reposer. Ces lieux ne sont pas fonctionnels au sens habituel, ils ne servent pas à mémoriser, à naviguer, à accomplir une tâche. Ils sont simplement là, comme des jardins intérieurs, comme des refuges silencieux, comme des architectures apaisantes. Et peut-être que c'est là
leur fonction la plus profonde. Offrir à votre esprit un lieu où être, dans un monde qui sollicite constamment votre attention, qui exige que vous réagissiez, que vous répondiez, que vous performiez. Ces géographies intérieures sont des espaces de retrait, des lieux où vous n'avez rien à faire, rien à prouver, rien à accomplir, où vous pouvez simplement être, habiter votre propre conscience, exister sans effort. Certaines personnes trouvent ces lieux inquiétants. Elles les perçoivent comme étranges, déstabilisantes, vaguement menaçantes. Surtout quand ces lieux reviennent dans les rêves, avec leur logique particulière, leur atmosphère singulière. Mais cette inquiétude vient souvent d'une résistance, d'un désir de contrôle, d'une méfiance envers les processus spontanés de l'esprit. Quand on cesse de résister, quand on accepte ces lieux pour ce qu'ils sont, de simples créations de notre cerveau au repos, ils perdent leur caractère inquiétant. Ils deviennent simplement intéressants, fascinants, paisibles. D'autres personnes cultivent ces lieux. Elles apprennent à les visiter consciemment, à s'y promener volontairement. C'est une pratique qu'on trouve dans certaines traditions contemplatives. La visualisation d'espaces intérieurs, la construction de palais mentaux, la méditation sur des paysages imaginaires. Ces pratiques exploitent la capacité naturelle de notre cerveau à créer des espaces et elles l'utilisent comme support de méditation, de contemplation, de transformation intérieure. Mais vous n'avez pas besoin de pratiquer une technique particulière. Votre cerveau construit déjà ces lieux spontanément. Chaque nuit, dans le passage vers le sommeil, dans les phases de rêve, il suffit de ne pas résister, de laisser ces espaces émerger naturellement, de les accueillir sans jugement, sans analyse, sans interprétation. Comme vous accueillez le silence, comme vous accueillez l'obscurité, comme vous accueillez le sommeil lui-même. La cartographie de l'invisible. Il existe dans votre hippocampe des cellules extraordinaires. On les appelle les cellules de lieu, place cell en anglais. Leur découverte a valu le prix Nobel à John O'Keefe en 2014. Chaque cellule de lieu s'active quand vous vous trouvez à un endroit particulier de votre environnement. Une cellule s'active quand vous êtes dans le coin de votre cuisine, une autre quand vous êtes près de votre lit, une autre encore quand vous franchissez le seuil de votre porte. Ensemble, ces cellules créent une carte neuronale de votre espace, une représentation distribuée, codée dans le feu des neurones. Et ce qui est fascinant, c'est que ces cellules s'activent aussi quand vous vous souvenez d'un lieu ou quand vous l'imaginez. Vous n'avez pas besoin d'y être physiquement, il suffit d'y penser et les cellules de lieux correspondantes s'allument dans votre hippocampe. À côté des cellules de lieu, on trouve des cellules de grille, grid cell, découvertes par Maybrit et Edvard Moser, qui partagèrent le Nobel avec O'Keefe. Les cellules de grille sont encore plus étranges. Elles s'activent selon un pattern géométrique régulier. Quand vous vous déplacez dans l'espace, chaque cellule de grille s'allume à intervalles réguliers, formant une grille hexagonale invisible. C'est comme si votre cerveau superposait un quadrillage abstrait sur le monde réel, un système de coordonnées intérieures. Et ce quadrillage vous permet de mesurer les distances, de calculer les trajectoires, de naviguer avec précision. Il y a aussi des cellules de direction, aide-direction cell, qui codent l'orientation de votre tête dans l'espace. Certaines s'activent quand vous regardez vers le nord, d'autres vers l'est, d'autres vers le sud. Et des cellules de frontières, boundary cells, qui détectent les limites de votre environnement, les murs, les obstacles, les bords. Ensemble, tous ces types de cellules créent un système de navigation extraordinairement sophistiqué. Un GPS biologique qui fonctionne dans l'obscurité, sans satellite, sans signal externe, uniquement en suivant vos mouvements, en intégrant les informations sensorielles, en mettant à jour constamment sa carte interne.
Mais voici ce qui est vraiment étonnant. Ce système ne cartographie pas seulement l'espace physique, il cartographie aussi des espaces abstraits. Des chercheurs ont découvert que les cellules de lieux et de grilles s'activent quand des personnes naviguent dans des espaces conceptuels. Par exemple, imaginez un espace à 2 dimensions. Une dimension représente la taille d'un animal, de la souris à l'éléphant. L'autre dimension représente sa vitesse, du plus lent au plus rapide. Quand vous pensez à différents animaux, quand vous les comparez, quand vous les classez, votre hippocampe s'active comme si vous naviguiez dans un espace réel. Les cellules de lieu répondent à des positions dans cet espace conceptuel, comme si les concepts étaient des lieux. C'est une découverte profonde. Elle suggère que notre cerveau utilise le même système pour naviguer dans l'espace physique et dans l'espace des idées, que nous pensons spatialement, même quand nous pensons à des choses abstraites, que nos concepts sont organisés comme des géographies mentales. D'ailleurs, remarquez comment nous parlons naturellement de nos pensées en termes spatials. Nous disons « cette idée est proche de celle-là » ou au contraire très éloignée. Nous parlons de domaines de connaissances, de territoires conceptuels, de frontières entre disciplines. Nous disons qu'une théorie a un large champ d'application, qu'un argument a de la profondeur, qu'une pensée est superficielle ou va au fond des choses. Nous explorons des idées, nous parcourons des raisonnements, nous nous perdons dans nos pensées. Tout ce vocabulaire spatial n'est pas une simple métaphore, il reflète la manière dont notre cerveau fonctionne réellement. Nous habitons nos pensées, comme nous habitons des lieux, nous les parcourons, nous nous y orientons, nous y trouvons des repères. Et quand votre esprit commence à dériver, quand vous entrez dans ces états de repos, de rêverie, de somnolence, ces deux types d'espaces se mélangent. Les lieux physiques que vous avez connus, les espaces conceptuels que vous avez explorés, les émotions que vous avez ressenties, les pensées qui vous ont traversées, tout se fond dans des géographies hybrides où le concret et l'abstrait ne se distinguent plus. Vous vous retrouvez dans une maison qui est aussi un sentiment, dans un paysage qui est aussi une idée, dans un couloir qui représente peut-être un passage, une transition, un changement dans votre vie. Ces lieux oniriques possèdent des significations multiples, des résonances profondes. Ils sont à la fois très personnels et universellement humains. Carl Jung parlait d'archétypes spatiaux. La maison comme symbole du soi, le jardin comme image du paradis intérieur, le labyrinthe comme représentation du parcours spirituel, la montagne comme aspiration vers l'élévation. Ces images récurrentes dans les mythes, les rêves, les religions témoignent peut-être de structures profondes dans notre cerveau, des patterns spatiaux qui résonnent avec des expériences humaines fondamentales. Mais vous n'avez pas besoin de les interpréter. Les lieux que votre esprit construit n'exigent aucune analyse, aucun décodage, aucune recherche de sens caché. Ils sont simplement des expressions de votre cerveau au travail, des manifestations de ces processus profonds de cartographie, d'organisation, de consolidation, et ils accomplissent leurs fonctions que vous les compreniez ou non. En fait, l'excès d'interprétation peut parfois nuire. Quand vous essayez trop fort de comprendre, de décrypter, d'analyser, vous activez les régions de votre cerveau liées à l'attention consciente, au raisonnement, au contrôle. Et ces régions interfèrent avec le travail spontané de l'hippocampe. Le mieux est de laisser faire, de laisser les lieux émerger, se transformer, disparaître, sans jugement, sans interprétation, sans résistance, comme vous laissez les nuages passer dans le ciel, sans essayer de les retenir, sans leur donner de signification. Les palais de mémoire et l'art de l'espace mental. L'histoire nous a légué des récits extraordinaires sur la mémoire spatiale. Simonide de Céos,
poète grec du 5e siècle avant notre ère, est souvent considéré comme l'inventeur de la méthode des loci. Selon la légende, il participait à un banquet quand il fut appelé à l'extérieur. Pendant son absence, le toit de la salle s'effondra, tuant tous les convives. Les corps étaient si mutilés qu'on ne pouvait plus les identifier. Mais Simonide se souvint exactement de l'endroit où chaque personne était assise. Il put ainsi identifier tous les morts en se rappelant leur position dans l'espace. Cette expérience lui révéla un principe fondamental. La mémoire est plus forte quand elle est ancrée dans l'espace. Il développa alors une technique. Pour mémoriser une série d'informations, imaginez un bâtiment familier, y placer mentalement chaque élément à retenir dans un lieu spécifique, puis, pour se souvenir, se promener mentalement dans ce bâtiment, retrouver chaque élément là où on l'avait placé. Cette méthode fut adoptée par les orateurs romains. Cicéron la décrit dans son traité sur l'art oratoire. Il recommande de construire mentalement un vaste palais avec de nombreuses pièces, chacune ornée d'images vives et mémorables. Quintilien, un autre rhétoricien romain, conseillait de rendre les images aussi frappantes que possible, inhabituelles, exagérées, parfois grotesques ou obscènes, car le cerveau retient mieux ce qui est étrange, ce qui surprend, ce qui émeut. Au Moyen Âge, cette technique fut utilisée par les moines et les érudits. Dans un monde où les livres étaient rares et précieux, où l'imprimerie n'existait pas encore, la mémoire était essentielle. Les clercs construisaient des cathédrales mentales, des architectures intérieures immenses, peuplées de milliers d'images. Ils y stockaient des textes sacrés, des traités philosophiques, des connaissances médicales. Ces palais de mémoire n'étaient pas de simples outils mnémotechniques, ils étaient des mondes intérieurs, des univers spirituels, des espaces de contemplation. L'art de la mémoire atteignit son apogée à la Renaissance. Giulio Camillo, philosophe italien du XVIe siècle, construisit un théâtre de mémoire physique. C'était une structure en bois, semblable à un petit amphithéâtre. Mais au lieu que les spectateurs regardent la scène, une seule personne se tenait sur la scène et regardait les gradins. Et sur chaque niveau, dans chaque section, étaient placés des symboles, des images, des textes, organisés selon un système cosmologique complexe. Camillo affirmait que quiconque maîtriserait ce théâtre posséderait toute la connaissance humaine. Le roi François Ier de France, fasciné, finança ce projet pendant des années, mais le théâtre ne fut jamais achevé et Camillo mourut sans avoir réalisé sa vision. Giordano Bruno, philosophe et mystique, développa des systèmes de mémoire encore plus ambitieux. Ses palais mentaux incorporaient l'astrologie, la kabbale, l'hermétisme. Ils étaient censés permettre non seulement de mémoriser, mais de transformer l'esprit, d'atteindre des états de conscience supérieurs. Pour Bruno, la mémoire spatiale n'était pas qu'un outil, c'était une voie vers l'illumination. Puis vint l'imprimerie, et l'art de la mémoire déclina. Pourquoi construire des palais mentaux quand on peut simplement consulter un livre ? La tradition se perdit presque complètement. Mais au XXe siècle, elle connut une renaissance inattendue. Des compétiteurs de mémoire redécouvrirent ces techniques anciennes. Ils les utilisèrent pour mémoriser des choses extraordinaires, des milliers de décimales de pi, des jeux de cartes entiers en quelques minutes, des listes interminables de noms, de dates, de chiffres. Et les neurosciences confirmèrent ce que Simonide avait découvert il y a 2500 ans. La mémoire spatiale est exceptionnellement puissante. Des études ont montré que les personnes qui utilisent la méthode des loci ont une activité accrue dans l'hippocampe. Leur cerveau encode les informations abstraites comme des positions dans l'espace, exploitant ainsi le système de navigation spatiale infiniment plus ancien et plus robuste que les systèmes de mémoire verbale. Et avec la pratique, ces personnes peuvent construire des palais mentaux immenses, contenant des milliers, des dizaines de milliers d'éléments, tous organisés spatialement, tous accessibles en se promenant mentalement dans ces architectures imaginaires.
Mais vous n'avez pas besoin de devenir un champion de mémoire. Ce qui est fascinant, c'est que votre cerveau fait cela naturellement, spontanément, sans entraînement, sans effort conscient. Chaque nuit, quand vous vous endormez, votre hippocampe construit ses propres palais, ses propres architectures de mémoire et de repos, des lieux où vos expériences se déposent, se réorganisent, se consolident, des espaces où votre identité se structure, où votre compréhension du monde prend forme. Et peut-être que les anciens maîtres de la mémoire, avec leur cathédrale mentale et leur théâtre cosmique, peut-être qu'ils avaient découvert quelque chose de plus profond qu'une simple technique, peut-être qu'ils avaient appris à collaborer consciemment avec ce processus naturel, à amplifier, à diriger, à habiter pleinement ces géographies intérieures que le cerveau construit de toute façon. Et peut-être que leur affirmation, selon laquelle ces pratiques menaient à la transformation de soi, n'était pas simplement du mysticisme. Peut-être qu'en construisant délibérément des espaces mentaux, en y organisant leurs connaissances et leur expérience, ils modifiaient réellement la structure de leur conscience. Après tout, nous sommes façonnés par les espaces que nous habitons. Les lieux physiques où nous vivons influencent notre humeur, nos pensées, notre comportement. Pourquoi les espaces mentaux que nous construisons n'auraient-ils pas un effet similaire ? Peut-être que les palais que nous érigeons en nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, deviennent les architectures de notre être. Quand l'espace devient émotion. Les lieux que votre esprit crée ne sont pas neutres. Ils portent des atmosphères, des tonalités émotionnelles, des qualités affectives. Certains lieux mentaux sont lumineux, ouverts, accueillants. D'autres sont sombres, oppressants, inquiétants. Et ces qualités ne sont pas arbitraires. Elles reflètent votre état intérieur, vos émotions, vos préoccupations. Dans votre cerveau, l'hippocampe ne travaille pas seul. Il est intimement connecté à l'amygdale, cette structure qui traite les émotions, particulièrement la peur et l'anxiété. Quand vous vivez une expérience émotionnellement intense dans un lieu particulier, l'amygdale et l'hippocampe encodent cette association. Le lieu devient chargé d'émotions. Il devient plus qu'un simple espace. Il devient une atmosphère, un sentiment incarné dans la géométrie. C'est pourquoi certains lieux réels éveillent en nous des émotions puissantes. Une maison d'enfance visitée des années plus tard, une rue où vous avez vécu un moment important, une plage, un parc, une place. Ces lieux ne sont pas simplement des configurations spatiales, ils sont des conteneurs de mémoire émotionnelle. Et quand vous les revoyez, ou même simplement quand vous y pensez, les émotions associées ressurgissent. Les lieux mentaux fonctionnent de la même manière. Quand votre cerveau construit un espace imaginaire, il y incorpore votre état émotionnel du moment. Si vous êtes anxieux, les couloirs deviennent étroits, les plafonds bas, les lumières faibles. Si vous êtes serein, les espaces s'ouvrent, la lumière devient douce, les proportions harmonieuses. Le lieu devient une projection, une extériorisation, une incarnation spatiale de ce que vous ressentez. C'est particulièrement visible dans les rêves. Les cauchemars se déroulent souvent dans des espaces oppressants, des labyrinthes sans issue, des bâtiments qui se transforment et vous piègent, des paysages menaçants sous un ciel lourd. Ces géographies oniriques traduisent l'anxiété, la peur, le sentiment d'être coincé ou poursuivi. Inversement, les rêves agréables se déroulent dans des lieux spacieux, lumineux, accueillants, des jardins paisibles, des maisons confortables, des paysages vastes et sereins. Mais voici quelque chose de subtil. La relation entre espace et émotion n'est pas à sens unique. Non seulement vos émotions façonnent les espaces que vous imaginez,
mais les espaces que vous imaginez peuvent aussi influencer vos émotions. Des études ont montré que visualiser des environnements spacieux et lumineux peut réduire l'anxiété. Simplement, imaginez que vous êtes dans un lieu ouvert, vaste, sûr, active des régions cérébrales associées au calme et à la sécurité. À l'inverse, visualiser des espaces confinés peut augmenter le sentiment d'anxiété, même chez des personnes non claustrophobes. Cela suggère quelque chose d'important. Les espaces mentaux que vous habitez, même brièvement, même inconsciemment, ont un effet réel sur votre état intérieur. Et cela ouvre une possibilité. Vous pouvez intentionnellement cultiver des géographies mentales apaisantes. Ce n'est pas une technique compliquée. Il suffit, quand vous commencez à dériver vers le sommeil, de laisser émerger des espaces ouverts, calmes, sûrs, peut-être une plage infinie sous un ciel doux, peut-être une prairie vaste et silencieuse, peut-être une pièce simple, spacieuse, baignée d'une lumière douce. Vous n'avez pas besoin de les construire activement, de les forcer, simplement d'accueillir ces qualités, d'orienter doucement votre attention vers ce type d'espace. Et votre hippocampe, naturellement, créera des lieux qui portent ces qualités. Avec le temps, avec la pratique, certains de ces lieux peuvent devenir des refuges stables, des espaces mentaux où vous savez que vous pouvez vous retirer, où vous retrouvez toujours une sensation de calme, de sécurité, de repos. Ces lieux deviennent comme des ancres, des points de stabilité dans le flux constant de l'expérience. Dans la tradition bouddhiste, on parle parfois de construire un temple intérieur, un espace mental consacré au calme, à la contemplation, un lieu où l'on peut toujours revenir, quelle que soit la turbulence extérieure. Ce temple peut prendre n'importe quelle forme. Ce qui importe, ce ne sont pas les détails architecturaux, mais la qualité de présence, de paix, de refuge qu'il incarne. Et peut-être que vous avez déjà un tel lieu, sans l'avoir construit consciemment, sans même en être pleinement conscient. Cet espace qui revient parfois dans vos pensées, dans vos rêves, cette géographie familière où vous vous sentez toujours un peu plus calme, c'est peut-être déjà votre temple intérieur, créé spontanément par votre cerveau, comme un don, comme un refuge. Dans ce cas, vous pouvez simplement l'honorer, y revenir consciemment de temps en temps, y passer quelques instants avant de dormir, laisser sa présence vous apaiser, vous accueillir, vous bercer vers le sommeil. L'espace et l'identité. Les lieux que vous habitez, réels ou imaginaires, ne font pas que contenir votre expérience. Ils façonnent qui vous êtes. Les philosophes et les architectes ont longtemps reconnu cette vérité. Winston Churchill disait « Nous façonnons nos bâtiments, puis nos bâtiments nous façonnent ». Il parlait d'architecture physique, mais le principe s'applique tout autant aux architectures mentales. Pensez à votre maison d'enfance, ses couloirs, ses pièces, ses coins secrets, ses lumières particulières. Ce lieu n'est pas simplement un souvenir parmi d'autres, il est une partie de vous. La manière dont vous habitez l'espace aujourd'hui, la façon dont vous vous sentez dans différents environnements, vos préférences pour l'ouverture ou l'intimité, pour la lumière ou la pénombre, tout cela porte la trace des espaces que vous avez habités. Et cette influence continue. Les lieux où vous vivez maintenant, où vous travaillez, où vous passez du temps, ils modèlent votre humeur, vos pensées, votre créativité. Un espace encombré crée un esprit encombré. Un espace ordonné facilite la clarté mentale. Un environnement stimulant éveille la curiosité. Un environnement apaisant favorise la contemplation. Mais au-delà de l'influence directe, les lieux participent à la construction de votre identité narrative. Quand vous vous racontez votre propre histoire, quand vous pensez à qui vous êtes et d'où vous venez, cette histoire est ancrée dans des lieux. Vous êtes né ici, vous avez grandi là,
Vous avez vécu telle expérience dans tel endroit. Votre identité n'est pas simplement une séquence temporelle, c'est aussi une géographie, une carte des lieux qui vous ont marqué, qui vous ont formé, qui ont été le théâtre de vos transformations. Et cette géographie identitaire continue de s'étendre. Chaque lieu important que vous habitez s'ajoute à la carte, devient une partie de qui vous êtes. C'est pourquoi les déménagements, les exils, les déracinements peuvent être si difficiles. Ce n'est pas simplement qu'on perd un lieu familier, on perd une partie de son ancrage identitaire, une partie de la géographie de soi. Mais voici quelque chose de profond. Les géographies mentales, les lieux imaginaires que votre cerveau construit jouent un rôle similaire. Ils ne sont pas moins réels psychologiquement que les lieux physiques. Ces espaces que vous visitez dans vos rêves, dans vos rêveries, dans vos moments de repos, ils font partie de votre paysage intérieur, de votre géographie identitaire. Ils sont des lieux où vous avez été, même si vous n'y êtes jamais allé physiquement, des espaces qui vous appartiennent, qui vous définissent, qui reflètent qui vous êtes. Certaines personnes ont des géographies intérieures vastes et variées. Leurs espaces mentaux sont riches, complexes, constamment changeants. Ils rêvent de lieux extraordinaires, de paysages fantastiques, d'architectures impossibles. D'autres ont des géographies plus simples, plus stables, quelques lieux familiers qui reviennent, qui offrent continuité et ancrage. Aucune de ces configurations n'est meilleure que l'autre. Elles reflètent simplement des différences dans la manière dont chaque cerveau organise l'expérience. Ce qui compte, c'est que ces lieux soient vôtres, qu'ils vous servent, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous apaisent, et qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils sont, non pas de simples fantaisies, non pas des distractions, mais des parties essentielles de votre paysage psychologique, des architectures où vous habitez, où vous pensez, où vous êtes. Naviguez dans le temps. Votre hippocampe ne cartographie pas seulement l'espace, il cartographie aussi le temps. C'est une découverte récente et fascinante. Les mêmes cellules de lieu qui s'activent quand vous êtes à un endroit particulier s'activent aussi à des moments particuliers. Certaines cellules codent où vous êtes dans l'espace, et quand vous y êtes dans le temps, elles créent une carte spatio-temporelle, une représentation unifiée du où et du quand. Cela explique pourquoi vos souvenirs sont si profondément liés au lieu. Quand vous vous souvenez d'un événement, vous ne vous rappelez pas simplement ce qui s'est passé, vous vous rappelez aussi où c'était, quelle était l'atmosphère spatiale, la lumière, la géométrie du lieu. Et inversement, quand vous pensez à un lieu, les souvenirs associés surgissent. L'espace et le temps sont entrelacés dans votre mémoire. Mais il y a plus. Votre hippocampe vous permet aussi de voyager mentalement dans le temps. Quand vous vous projetez dans le futur, quand vous imaginez ce que vous ferez demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, c'est votre hippocampe qui rend cela possible. Il construit des scénarios futurs en recombinant des éléments du passé, des lieux, des actions, des séquences. Vous imaginez être à tel endroit, faire telle chose, vivre telle expérience, et tout cela se déroule dans une géographie mentale, dans des espaces construits par votre cerveau. Les neurosciences appellent cela le voyage mental dans le temps, mental time travel. C'est une capacité remarquable, peut-être unique aux humains. Elle nous permet de nous libérer du présent immédiat, de revisiter le passé, d'explorer des futurs possibles, de planifier, d'anticiper, de regretter, d'espérer. Et tout cela se fait dans l'espace. Même quand vous pensez au temps, vous le spatialisez. Remarquez comment vous représentez naturellement le temps. Le passé est derrière, le futur devant, ou bien le passé est à gauche, le futur à droite, ou en haut, en bas, selon votre culture. Mais toujours, le temps est spatialisé.
étalés le long d'une ligne, organisés géométriquement. Vous parlez de périodes longues ou courtes, de distances temporelles, de moments proches ou lointains. Encore une fois, ce n'est pas une simple métaphore, c'est la manière dont votre cerveau fonctionne réellement. L'hippocampe crée une carte du temps, comme il crée une carte de l'espace, et quand vous naviguez mentalement dans votre histoire personnelle, quand vous vous souvenez, quand vous imaginez, vous vous déplacez dans une géographie temporelle, vous visitez des lieux-moments, des espaces-temps, des configurations où le lieu et le temps sont inséparablement liés. C'est pourquoi les lieux mentaux que vous visitez en vous endormant peuvent avoir une qualité temporelle étrange. Ils ne sont pas simplement des espaces, ils sont aussi des moments. Parfois, ils évoquent le passé, une maison d'enfance, une atmosphère ancienne. Parfois, ils semblent futurs, des lieux où vous n'êtes jamais allé, mais où vous irez peut-être. Et souvent, ils sont atemporels, suspendus hors du temps ordinaire, dans une durée qui leur est propre. Cette qualité atemporelle des lieux oniriques est particulièrement apaisante. Dans ces espaces, vous n'êtes soumis ni au passé ni au futur, vous êtes simplement là, dans une présence pure, dans un maintenant étendu. C'est peut-être une des fonctions du sommeil et du rêve, vous libérer temporairement de la flèche du temps, vous permettre d'habiter des moments qui ne passent pas, qui ne vont nulle part, des bulles de présence où vous pouvez simplement être sans l'urgence du devenir. Et peut-être que c'est aussi une des fonctions de ces lieux mentaux qui émergent quand vous vous endormez. Ils vous offrent un espace-temps différent, une temporalité ralentie, étirée, presque suspendue, où vous pouvez vous reposer non seulement de l'activité, mais aussi de la flèche inexorable du temps. Un refuge hors de la chronologie ordinaire, dans une durée douce et immobile. Time 1.5. La solitude habitée. Il y a quelque chose d'étrangement solitaire dans les lieux mentaux. Même si vous les partagez parfois avec d'autres personnes dans vos rêves, le plus souvent, vous y êtes seul. Vous marchez dans des couloirs vides, vous traversez des pièces silencieuses, vous parcourez des paysages déserts. Et cette solitude n'est pas triste, elle n'est pas pesante. C'est une solitude habitée, une présence à soi-même. Dans le monde extérieur, vous êtes rarement vraiment seul avec vous-même. Il y a toujours des sollicitations, des interruptions, des présences. Même quand vous êtes physiquement seul, votre attention est souvent captée par des écrans, des sons, des pensées tournées vers les autres. Mais dans les géographies intérieures, dans ces espaces que construit votre cerveau au repos, il n'y a que vous. Votre attention, votre présence, votre conscience, habitant un lieu qui n'existe que pour vous, que par vous. Cette solitude est précieuse. Elle n'est pas un manque, elle n'est pas une absence. C'est un espace de rencontre avec soi, un moment où vous n'êtes pas défini par vos relations, vos rôles, vos interactions, où vous pouvez simplement être sans performance, sans jugement, sans attente. Les mystiques de différentes traditions ont parlé de la cellule intérieure, ce lieu en soi, accessible seulement à soi, où l'on peut se retirer pour retrouver son centre. Thérèse d'Avila parlait du château intérieur, avec ses nombreuses demeures, un espace mental vaste où l'âme pouvait progresser vers l'union divine. Les moines du désert cherchaient la cellule extérieure, mais surtout la cellule intérieure, cet espace de solitude en soi qui reste accessible même au milieu du bruit. Peut-être que les lieux mentaux que construit votre cerveau sont des versions laïques, naturelles de ces cellules intérieures, des espaces de retrait, de solitude habitée, de présence à soi, créés spontanément par votre cerveau, comme un besoin, comme une nécessité. Parce que pour rester équilibré, pour maintenir votre identité, pour ne pas se dissoudre dans le flux constant des sollicitations externes,
Vous avez besoin de ces moments, de ces lieux où vous vous retrouvez avec vous-même. Et dans le passage vers le sommeil, cette solitude s'approfondit. Le monde extérieur s'estompe progressivement, les voix se taisent, les images s'effacent, les sensations se font plus lointaines. Il ne reste que votre présence habitant ces espaces silencieux. Et dans cette solitude profonde, quelque chose se dépose, se repose, se restaure. Vous n'êtes pas vraiment seul, même dans ces moments. Vous êtes avec vous-même, ce qui est différent de la solitude vide. C'est une compagnie intime, une présence à soi, une forme de communion intérieure. Et les lieux mentaux sont les espaces de cette communion, les architectures où cette rencontre avec soi peut se déployer. Peut-être que c'est pour cela que certains de ces lieux reviennent si souvent. Ils sont devenus des lieux de rendez-vous avec soi-même, des espaces familiers où vous savez que vous pouvez vous retrouver, non pas comme une fuite, non pas comme un évitement, mais comme un retour nécessaire, un ressourcement, une reconnexion avec votre centre. Le cerveau architecte. Revenons un instant à cette merveille qu'est votre hippocampe. Cette petite structure, pas plus grosse qu'un pouce, enfouie au cœur de votre cerveau. Elle contient environ 40 millions de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau d'une complexité stupéfiante. Et ce réseau ne cesse jamais de travailler, même maintenant, alors que vous écoutez ces mots, que votre corps se détend, que votre esprit commence à dériver, votre hippocampe est actif. Il encode le moment présent, il le compare aux expériences passées, il le projette dans des contextes futurs possibles, il construit, remodèle, réorganise constamment vos cartes mentales. Cette activité s'intensifie pendant le sommeil. Pendant que vous dormez, votre hippocampe rejoue les expériences de la journée, mais pas comme un simple enregistrement. Il les rejoue de manière accélérée, comprimée. Des heures d'expérience passent en quelques secondes de réactivation neuronale. Et dans ce rejeu, les expériences se reconfigurent, se réorganisent, s'intègrent. Les connexions importantes se renforcent, les détails superflus s'effacent, les patterns émergent. C'est le processus de consolidation de la mémoire. Mais c'est aussi plus que cela. Oh, c'est un processus créatif, génératif. En réorganisant vos souvenirs, en les recombinant de nouvelles façons, votre hippocampe crée de nouvelles connexions, de nouvelles compréhensions. Il résout des problèmes, découvre des solutions, génère des insights. C'est pourquoi vous vous réveillez parfois avec une idée claire, une réponse à une question qui vous préoccupait, une nouvelle perspective sur un problème. Votre cerveau a travaillé pendant votre sommeil dans l'espace de ces géographies mentales. Et ce travail se fait dans et à travers l'espace. Les neuroscientifiques parlent de replay spatial, de rejeu spatial. Votre hippocampe rejoue les trajets que vous avez parcourus, les lieux que vous avez visités, mais aussi les séquences conceptuelles, les raisonnements, les explorations mentales. Tout est spatialisé, tout est cartographié, tout devient géographie. Et dans ce processus, de nouveaux espaces émergent, des lieux qui n'ont jamais existé, mais qui synthétisent des aspects de lieux réels, des architectures impossibles, mais qui ont une cohérence interne, des paysages fantastiques, mais qui résonnent avec des paysages vécus. Ce sont les lieux que vous visitez dans vos rêves, dans vos rêveries, dans vos dérives mentales, les produits spontanés de votre cerveau architecte qui construit sans cesse, qui ne peut s'empêcher de construire. Et peut-être que ces constructions ne sont pas simplement des sous-produits, des effets secondaires du travail de consolidation de la mémoire. Peut-être qu'elles ont leur propre valeur, leur propre fonction.
Peut-être que votre cerveau construit ces lieux parce que vous en avez besoin. Besoin d'espaces mentaux ou habités, où vous reposez, ou explorer, ou simplement être. Des architectures de conscience, des géographies de soi, des lieux d'existence intérieure. Votre cerveau est un architecte infatigable. Il bâtit pour vous, constamment, silencieusement, des palais de mémoire, des jardins de repos, des paysages de contemplation. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous les laissiez émerger, que vous ne résistiez pas, que vous acceptiez ces dons. L'espace du sens. Il y a une question plus profonde encore. Pourquoi le sens lui-même prend-il une forme spatiale dans notre expérience ? Quand vous comprenez quelque chose, quand une idée devient claire, comment décrivez-vous cette expérience ? Vous dites « je vois »,« je saisis »,« je perçois », tous des verbes spatiaux, visuels, géométriques. Vous dites « cette idée est lumineuse, claire, transparente » ou au contraire obscure, confuse, embrouillée. Encore des métaphores spatiales, optiques. Quand vous réfléchissez, vous explorez un problème, vous en examinez les différentes facettes, vous le regardez sous différents angles. Vous construisez un argument, vous établissez des fondations, vous érigez une structure logique. Vous suivez un raisonnement, vous en retracez le chemin, vous voyez où il mène. Partout, le langage de la pensée est spatial. Ce n'est pas accidentel. C'est parce que penser, comprendre, donner du sens sont fondamentalement des activités spatiales pour votre cerveau. Le sens se déploie dans l'espace, s'organise géométriquement, prend forme architecturalement. Les philosophes ont remarqué cela depuis longtemps. Kant parlait des formes a priori de l'intuition, l'espace et le temps comme structures fondamentales à travers lesquelles nous expérimentons le monde. Mais peut-être que ce n'est pas simplement que nous percevons le monde dans l'espace, peut-être que nous pensons dans l'espace, nous comprenons dans l'espace, nous existons dans l'espace. L'espace n'est pas simplement un contenant externe, c'est la structure même de la conscience. Quand vous essayez de comprendre quelque chose de complexe, de saisir une idée difficile, votre cerveau crée spontanément une représentation spatiale, peut-être un diagramme mental avec des éléments disposés géométriquement, connectés par des lignes, organisés hiérarchiquement. Peut-être une carte conceptuelle avec des territoires d'idées, des frontières entre domaines, des chemins reliant différentes régions. Cette spatialisation n'est pas une aide, une béquille, une simplification, c'est la manière dont le sens se constitue pour vous. Et les lieux mentaux que votre cerveau construit, particulièrement dans les états de repos, de rêve, de dérive, ne sont pas séparés de cette activité de création de sens. Ils en font partie. Ce sont des espaces où le sens peut émerger, se clarifier, s'organiser. Des théâtres mentaux où vos pensées peuvent se déployer, prendre forme, se voir elles-mêmes. C'est peut-être pour cela que marcher aide à penser. Que tant de philosophes étaient des marcheurs, Aristote, Kant, Nietzsche, Thoreau. Le mouvement dans l'espace physique facilite le mouvement dans l'espace mental. Les pensées se mettent en marche quand le corps se met en marche. Et inversement, quand vous vous promenez mentalement dans vos géographies intérieures, les pensées se déploient, les compréhensions émergent, les connexions se font. D'après ce que l'on sait, on peut supposer que c'est une des fonctions essentielles de ces lieux mentaux. Non pas simplement de consolider la mémoire, non pas simplement d'offrir un espace de repos, mais de fournir un espace mental où la pensée peut se déployer, où le sens peut s'organiser, où la compréhension peut émerger. Un espace de jeu, d'exploration, de découverte, où votre conscience peut habiter, errer, créer. Et peut-être que c'est la raison ultime
pour laquelle votre cerveau construit ces lieux. Parce que vous êtes un être qui crée du sens, qui ne peut s'empêcher de chercher des patterns, des connexions, des compréhensions. Et pour que ce travail de création de sens puisse se faire, il a besoin d'un espace. Un espace mental, une géographie intérieure, une architecture de conscience, où le sens peut habiter, se mouvoir, prendre forme. Ces lieux que vous visitez, ces espaces que vous parcourez mentalement, ne sont pas de simples fantaisies, de simples distractions. Ce sont les lieux où vous pensez, où vous comprenez, où vous existez en tant qu'être conscient. Ils révèlent comment vous structurez votre réalité, comment vous organisez votre expérience, comment vous comprenez le monde. Et peut-être que c'est la fonction la plus profonde de ces lieux. Non pas simplement de vous permettre de naviguer physiquement, non pas simplement de consolider vos souvenirs, mais de vous offrir un espace mental où penser, où explorer, où comprendre, un théâtre intérieur où le sens peut se déployer, s'organiser, se clarifier. Quand vous vous promenez dans vos lieux mentaux, vous ne faites pas que rêver. Vous habitez votre propre pensée, vous explorez les architectures de votre conscience, vous parcourez les géographies invisibles qui structurent votre compréhension du monde. Et dans ce parcours silencieux, dans cette exploration sans but apparent, quelque chose se clarifie, s'organise, se comprend. Pas toujours consciemment, pas toujours explicitement, mais profondément, silencieusement, essentiellement. Le repos dans l'espace. Maintenant, laissez votre corps s'alourdir un peu plus. Sentez le poids de vos membres contre le matelas, la détente qui se propage lentement. Et peut-être qu'en ce moment même, des lieux commencent à émerger, des espaces qui se forment doucement dans les profondeurs de votre esprit. Ne les cherchez pas, ne les forcez pas, laissez-les simplement venir. S'ils viennent, peut-être une pièce calme, baignée d'une lumière douce, peut-être un jardin silencieux où rien ne presse, peut-être un couloir tranquille qui s'étend sans fin, sans inquiétude, ou simplement une impression d'espace vaste, ouvert, accueillant. Ces lieux sont vôtres, construits par votre cerveau, pour vous, à partir de toute votre histoire, de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez vécu. Ils vous appartiennent d'une manière unique. Personne d'autre ne les connaît, personne d'autre ne peut les visiter. Ce sont vos géographies intérieures, vos architectures privées, vos paysages secrets. Et dans ces lieux, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez laisser votre attention dériver d'un espace à l'autre, sans effort, sans but. Simplement habiter ces géographies silencieuses, les parcourir doucement, en remarquer les qualités, en ressentir les atmosphères. Il n'y a rien à comprendre, rien à analyser. Ces lieux ne demandent aucun travail, aucune interprétation. Ils sont là, simplement, pour vous accueillir, pour vous offrir un espace de repos, un refuge mental, une architecture apaisante. Et peut-être que certains de ces lieux reviennent nuit après nuit, devenant des repères familiers dans votre paysage intérieur, des endroits où vous savez que vous pouvez vous retirer, vous reposer, vous retrouver. Ces lieux stables sont précieux. Ils témoignent de quelque chose de durable en vous, quelque chose qui persiste à travers les changements, les transformations, les passages. D'autres lieux émergent puis disparaissent, comme des vagues, comme des nuages, comme des pensées qui passent. Ceux-là aussi ont leur beauté, leur fonction. Ils reflètent le mouvement constant de votre vie, la fluidité de votre expérience, le flux perpétuel de votre conscience. Et en les laissant venir et partir, sans vous y accrocher, sans résister, vous pratiquez une forme de lâcher-prise,
d'acceptation, de présence. Tous ces lieux, qu'ils soient stables ou éphémères, familiers ou nouveaux, racontent l'histoire de votre cerveau au travail, de cet organe extraordinaire qui ne cesse jamais de construire, d'organiser, de créer, même maintenant, alors que vous glissez vers le sommeil. Votre hippocampe continue son travail silencieux. Il tisse des espaces, il compose des géographies, il bâtit des architectures, non pas pour vous déranger, mais pour vous préparer, pour consolider vos souvenirs, pour organiser vos expériences, pour vous permettre de comprendre et de naviguer dans un monde complexe. Et ce travail se fait dans la douceur, dans le silence, dans l'obscurité apaisante de la nuit. Il se fait sans que vous ayez besoin d'y penser, sans que vous ayez besoin de contrôler. Votre cerveau sait ce qu'il fait. Il a fait cela pendant des millions d'années, à travers toute l'évolution humaine. Vous pouvez lui faire confiance. Alors, laissez-vous aller. Laissez ces géographies mentales se déployer à leur rythme. Laissez votre esprit vagabonder dans ces espaces silencieux. Et si le sommeil vient, s'il vous emporte vers d'autres lieux encore, plus profonds, plus étranges, plus beaux, accueillez-le sans résistance. Car le sommeil lui aussi est un lieu, un espace mental particulier, avec ses propres géographies, ses propres architectures, ses propres paysages, un lieu de repos, de régénération, de transformation, où votre cerveau continue son travail essentiel, où vos souvenirs se consolident, où votre expérience s'organise, où vous vous préparez pour demain. Et maintenant, peut-être que vous vous trouvez déjà dans ce lieu, peut-être que les frontières se sont estompées, que l'éveil et le sommeil se mélangent. Peut-être que vous ne savez plus exactement où vous êtes, et c'est parfait. Laissez-vous dériver, laissez les lieux se transformer, se dissoudre, se reformer. Laissez votre esprit bâtir ces géographies invisibles, pendant que votre corps se repose profondément, complètement. Si ce voyage à travers les géographies intérieures vous a accompagné, si ces réflexions sur les lieux que l'esprit construit vous ont apaisé, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Maintenant, laissez tout s'effacer doucement. Les mots, les idées, les images. Il ne reste que l'espace, calme, silencieux, infini. Et dans cet espace, vous pouvez vous reposer pleinement, profondément, paisiblement. Bonne nuit.